Eh bien, bonjour troupe Faberglass de MMA Talk, ici présent aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Fight Night, Munoz contre Edgar. Dur retour à la réalité, guys, par rapport à l'UFC 252. Tu sais, quand je parle de combats qui existent, là, mais ces combats-là, ils font bien rien qu'exister. Puis encore là, je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui existent même pas. Fac, c'est ça. Je suis là pour mes analyses et prédictions complètes de ce digne événement qui va avoir lieu samedi soir. Écoutez, c'est rare que je commence mes previews avec ça, là, mais mettons que samedi soir, là, tes amis t'appellent, ils sont genre « Hey, Big, qu'est-ce que tu fais, man? Est-ce qu'on fait de quoi, genre? Vas-y. Stresse pas avec ça, tu ne manqueras rien. » Ceci étant dit, il y a des fights, man. Il y a des fights. Je vais commencer. Main event. C'est le seul fight qui existe. On va parler du main event un peu. Frankie Edgar, Pedro Munoz. Les débuts à 135 livres de Frankie Edgar. Je trouve ça weird parce qu'on s'entend, tout le monde move up là, pendant la pandémie pas mal parce qu'ils ont de la misère à avoir des méthodes de couper du poids parce que leurs gyms sont semi-ouverts, semi-fermés, on sait pas trop. Mais bref, ça qui arrive, Frankie Edgar lui move down. Let's go Frankie. C'est sûr que sur papier, là, tu checkes ce combat-là. Frankie Edgar est probablement meilleur que Pedro Munoz debout. Il est absolument un meilleur lutteur que Pedro Munoz. Pas mal tout le monde l'est. Écoute, c'est dur à dire, mais probablement un meilleur grappler que Pedro Munoz. Pas un grappler autant dangereux que Pedro Munoz. Parce que Pedro Munoz est pas mal 100% danger, 0% du reste. Mais, tu sais, si on veut, genre, prendre un game plan intelligent puis dire que Frankie Edgar va gagner ce combat-là facilement, c'est très facile à faire. Il y a juste à rester debout et à ne pas se faire takedown par Pedro Munoz et surtout, ne pas shooter de takedown pour Pedro Munoz. Puis si tu shootes des takedowns, c'est correct, mais c'est des body locks du clinch. Pas de single leg, pas de double leg sur Pedro Munoz. Puis j'ose imaginer que Frankie Edgar va avoir fait ses devoirs là, à cet effet-là. Parce que Pedro Munoz, il y a deux affaires qui font de lui un très bon combattant. Puis le reste, s'ils les avaient pas, ça serait un combattant très ordinaire, là, on s'entend. Mais il y a deux choses. D'un, il y a une très bonne habileté debout de t'inciter dans un brawl complet, là où il est absolument à game de prendre une shot pour te frapper encore plus fort. Puis c'est souvent lui qui réussit à te frapper le plus fort dans un brawl parce qu'il est vraiment très confortable et très calme dans ça. C'est quelque chose qu'il aime se retrouver dans ce genre de combat-là. On l'a vu notamment contre Cody Garbrandt, c'est probablement le meilleur exemple. Il gagnait pas là, contre Cody Garbrandt jusqu'à temps qu'il fruse bien raide puis que là ça se met à brawler. Puis quand il s'est mis à brawler, il fait l'allumer bien raide, il a passé un KO. Ça, c'est une chose qui fait bien. La deuxième chose qui fait bien, ben, c'est sa guillotine. Le gars peut passer, écoute, je l'ai déjà vu dans le dos de Rob Font, puis genre, il a réussi debout, parce qu'il était dans le dos à Rob Font, debout, puis il a réussi à transitionner du dos dans une guillotine. Le gars, il fait des guillotines de partout. Sa guillotine est complètement ridicule. Donc, c'est pourquoi moi, j'éviterais juste le grappling si je suis Frankie Edgar. Point final, parce que pour Frankie, il est tellement bon qu'il n'a pas besoin, littéralement, de grappler Pedro Munoz pour le battre. Puis oui, il y a des positions, mettons, dans le clinch avec un body lock, mais le gars, il est tellement fatigant, solide et dangereux avec son single move qui est la guillotine, que moi j'éviterais rien qu'il s'accroche à moi. Maintenant, est-ce que ça fait Frankie contre Brian Ortega où il strike puis il fait un effort conscient de ne pas grapple avec ce gars-là puis boum, il se fait knocker out of nowhere? On dirait que Frankie a comme tendance à se faire finir par des grapplers là, récemment, puis genre, je pense que juste pour ça, puis vu que j'ai comme cette carte-là en me décalisse bien raide, je vais aller avec le Wild Pix. Je vais aller avec Pedro Munoz par KO, parce qu'il crie why not, mais je pense vraiment pas qu'il va gagner un instant de ce combat-là jusqu'à temps que cette chose-là arrive. Donc, ben je fier, tu sais, j'ai l'impression que je peux même pas me fier sur mon pick, mais mon pick c'est Pedro Munoz par KO. Au deuxième round, on dirait que c'est tout le temps deuxième round, si tu les mais deuxième round, co-main event, dans la catégorie des combats qui existent, mais il existe peut-être un peu plus que les autres, mais il existe, là, vraiment ça existe beaucoup, ça, c'est chez les 205 livres, au Vince Saint-Preux, OSP, le grand, l'unique, le seul, affronte Alonzo Menifield. Puis ça, là, c'est vraiment un combat décollissant, parce qu'écoute,
T'as d'un côté OSP que de plus qu'il se bat, plus que je vois pas comment ce gars-là gagne aucun combat jamais. Là. On dirait qu'il est de moins en moins motivé. Puis il n'y a pas de méthode de gagner un combat. OSP il arrive, il est vraiment bon debout? Non, il est gros, puissant et très athlétique. Fait que s'il frappe bien fort, ça se peut qu'il te knock. Est-ce qu'il est bon au sol? Non, pas vraiment, mais il y a un esti de weird Von Flu ou Von Prue, si vous voulez dire ça de même, choke, qui réussit à passer à tout le monde, même à des grapplers compétents. Fait que, tu sais, man, écoute, c'est qu'Alonzo Menifield, là, oui, c'est un des meilleurs prospects à light heavyweight. Oui, il est probablement, peut-être pas aussi grand, mais il est autant gros, autant athlétique et autant puissant que Ovince Saint-Preux. Il est plus technique debout. Mais, ça y est littéralement, tu sais, il a tout vidé son énergie à essayer de tuer Devin Clark au premier round de leur combat. Puis dès la fin du premier round, il commençait à gaz out, puis le momentum a tellement shifté dans ce combat-là. Mais d'un autre côté, est-ce que je peux me fier sur Ovince Saint-Preux d'un pour manger cette volée-là sans se faire finir? Je suis pas sûr. Puis est-ce que je peux me fier sur Ovince Saint-Preux pour ne pas être complètement gaz out après la moitié d'un round? Pas vraiment non plus. Fait qu'on dirait que OSP qui est comme encore top 15 somehow, puis qui va probablement perdre contre Alonzo Menifield, qui est vraiment plus bas dans le ranking, puis qui vient de perdre contre Devin Clark, qui est un gars que personne ne va jamais vraiment considérer comme un top 15 light heavyweight, du moins pas en ce moment. Puis ça serait bizarre s'il devenait ça, parce que c'est comme tellement le light heavyweight qui est quand même bon, quand même talentueux dans tout, mais peu athlétique. Il me semble que c'est la division. C'était pas un esti de freak athlète complètement ridicule à la John Jones ou Yuri Prochaska ou Dominic Reyes. Genre, t'es pas élite. Là. Fait que t'as un esti de combat de fuck all. Le fait qu'Alonzo Menifield gagne ce combat-là, ça va complètement fucker le ranking. Puis ça va être bizarre d'essayer de ranker ça. Mais d'un autre côté, ça va être drôle. Fait que Chaos Pick encore ici. Alonzo Menifield, KO, round 1 cette fois-là, parce que les deux vont être gassantes au deuxième round, puis je veux pas voir ce qui va arriver au deuxième round de cette fight-là. Fait que Menifield, KO, round 1. Ensuite, Marcin Prachnio, Mike Rodriguez, chez les 205 livres. Ça, c'est genre littéralement, les deux, vous êtes calissement hachés, vous arrêtez pas de perdre, puis si tu perds une fois de plus, on te calisse dehors. Puis Marcin Prachnio fait de belles choses, mais l'affaire qui fait le mieux, là, c'est placer son menton directement sur le plus gros punch de son adversaire. Puis Mike Rodriguez, pour toutes les affaires qu'il ne fait pas bien, est quand même relativement un bon power striker. Donc Mike Rodriguez par KO, premier round. Est-ce que ça niaisera pas cette carte-là? Ça nous mène à Maria Agapova contre Shayna Dobson, qu'elle avait call-out après son dernier combat. J'ai aucune idée pourquoi, parce que Shayna Dobson, je savais même pas qu'elle était encore dans l'UFC. Elle a une fiche de 3 victoires, 4 défaites. Elle va se faire décalisser par Maria Agapova, qui est très violente, qui est grande, qui est lanky, qui a du bon striking, qui est capable de te soumettre avec ses longs bras bizarres au sol. TKO round 2 pour Maria Agapova, juste parce que ça va sûrement être plus simple de la puncher quand elle va l'avoir droppée que d'essayer de la soumettre, mais elle peut bien faire les deux si ça tente. Ensuite, un combat, tu sais, c'est un combat qui existe, je te dirais. C'est pas dans de la merde que les deux autres d'avant. Avec Agapova, ça va être drôle. Moi, je suis hype un peu pour Agapova. Ben, hype. J'aime Maria Agapova, j'ai hâte de voir ce qu'elle va réussir à faire dans la division. Mais Shayna Dobson, man, what the fuck. Tant qu'à ça, Melastic contre un grappling dummy, puis ça va être le même genre de fight. Ceci étant dit, Daniel Rodriguez, Takashi Sato. Ça va être un bon combat, 170 livres, juste à cause de Daniel Rodriguez. Parce que Takashi Sato, c'est littéralement Valentina Shevchenko qui kick pas, puis qui est pas tant athlétique que ça, mais qui est un peu plus puissant peut-être avec ses mains. Bref, c'est une mauvaise comparaison, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un counter-striker à tort. Tu sais, les gens qui attendent absolument que leur adversaire se commit pour lancer de quoi en retour, puis que si tu te commites pas, ben il fera rien, sacrément. Mais là, heureusement, Daniel Rodriguez est un combattant actif, un bon striker. Il est capable d'avoir du power, s'il pogne, tu sais, un peu... comment dire, c'est caught looking. Si t'es pas full concentré, puis il te pogne avec de quoi, puis il te surprend avec quelque chose, parce qu'il est quand même rapide là, pour un 170 livres, puis il a une belle technique debout en général de kickboxing. Il va te passer le KO, mais si quelqu'un est absolument capable de s'engager, il est autant capable de knocker Tim Means dans un upset dans son premier combat UFC que de faire la split decision la plus serrée du monde contre Gabriel Green qui arrivait sur un jour notice dans son deuxième combat UFC. Fait que tu sais, j'ai encore des questions par rapport à Rodriguez, mais... Oh, c'est bizarre ça. Mais en termes de prospect, c'est quand même un des gars que je check le plus dans cette division-là. Fait que je suis quand même excité, puis...
sais, à moins qu'il se fasse knocker par Takashi Sato, ce qui peut toujours arriver parce que, comme je dis, c'est un counter-striker qui est relativement puissant et précis. Daniel Rodriguez va absolument l'outstriker et gagner ce combat-là par décision. Ça nous mène au prelim. Oh man, fuck. Je check les fights là, puis j'ai envie d'arrêter ça là, pour être honnête avec vous. On a Amanda Lemos contre Mizuki Inoue. Mizuki Inoue, man. Ouais, je suis content qu'elle soit dans l'UFC par exemple. C'est une chose, je l'aime Mizuki, puis je suis content qu'elle soit là. C'est une bonne Japanese action fighter, bonne grappler, capable de se débrouiller avec ses mains. Vraiment trop petite, par exemple. Le problème, c'est que c'est vraiment une 105 livres. La fille, elle arrive dans l'UFC avec la 16, justement, à Sio et à Michelle Waterson. On s'entend que Michelle Waterson, c'est la meilleure 105 livres au monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être avec Ayaka Hamasaki, mais c'est la meilleure 105 livres au monde. Puis le fait qu'elle réussisse à être même une top 10 à 115 livres, c'est absolument incroyable parce qu'il y a des méchantes filles là, dans cette division-là qui sont quand même faites sur le long puis très minces puis genre quand même grandes là, pour des filles de 115 livres, disons ainsi. Fait que non, c'est incroyable ce que Michelle Waterson a à faire. Je pense pas que Mizuki peut vraiment faire ça. Puis Amanda Lemos, bien qu'elle m'avait déjà son premier combat, elle m'a agréablement surpris à son deuxième combat. Je pense qu'elle est un peu plus complète qu'on le pense. Puis je pense juste que sa 16 va faire que, tu sais, même si elle se retrouve dans des échanges de grappling avec Mizuki Inoue, ce qui va fort probablement arriver là, dans ce combat-là entre vous et moi. Je pense que c'est peut-être un peu moins bonne qu'elle au sol, bien que la différence va être minime. Les deux sont très bonnes au sol en général. Mais je pense que Lemos avec son 16 ça va avoir l'avantage dans ce combat-là. Fait que je vais y aller avec Amanda Lemos par décision. Ensuite, Austin Hubbard, Joe Solecki, c'est pas un mauvais combat, c'est de loin le meilleur combat sur toutes les prelims. C'est typique striker versus grappler. J'ai vraiment envie d'y aller avec Austin Hubbard ici, mais je vais avoir de la misère à le pick dans ce combat-là parce que oui, c'est vraiment un bon striker, plus boxeur, je dirais genre range boxer. Il met un peu de kick, mais c'est pas le focus de sa game. C'est vraiment quelqu'un qui bâtit du combat. Je dirais pas un slow starter, mais on peut dire ça vu que son output il est minime au premier round comparé aux autres rounds. Mais c'est vraiment quelqu'un qui aime avoir ses reads, qui aime un peu. On l'a vu contre Max Roscoff, là, justement. Premier round, il a grapplé avec. Puis c'est pas un très bon grappler. C'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression un peu que Austin Hubbard contre Joe Solecki, c'est Austin Hubbard contre Max Roscoff, mais que je peux pas vraiment me fier sur le fait que Max Roscoff va complètement gas out après un premier round parce qu'il arrive vraiment trop sur short notice. Fait que j'ai l'impression que si Max Roscoff avait été capable de continuer son game plan du premier round, dans ce combat-là contre Austin Hubbard, probablement qu'il aurait gagné. Pour cette raison-là, j'ai pas le choix d'y aller avec Solecki parce que c'est vraiment ça qui va arriver. Là, de le mettre dans le clinch contre la cage, de lander des takedowns, de vraiment le contrôler au sol le plus possible. Puis oui, ça se peut que ça lui prenne beaucoup d'énergie puis il passe proche de se faire péter à gueule au troisième round. Mais Austin Hubbard n'est pas vraiment quelqu'un qui a beaucoup de KO power, il n'est pas vraiment quelqu'un que je utiliserais comme... que j'utiliserais... que je bêterais sur lui pour gagner par knockout ou gagner par TKO dans un combat. Il n'y a pas vraiment beaucoup de KO power. C'est un gars qui bâtit bien puis qui gagne des décisions avec son striking. Pas mal ça, sa game. Puis je m'attends pas à ce qu'il soit capable d'en faire assez dans ce combat-là pour gagner. Fait que j'ai Solecki par décision. Maintenant, oh shit, on tombe très très loin. Dwight Grant face à Kaylen Bourne. Devait affronter Jared Gooden. Il a pull out. Kaylen Bourne est arrivé comme hier ou avant-hier, de quoi de même. Et puis il affronte Dwight Grant. Gagnera pas. Kaylen Bourne, c'est un grappler là, principalement. C'est quelqu'un qui a gagné la majorité de ses combats par soit TKO au sol, ground and pound, ou par soumission. Fait qu'il va nécessairement aller essayer de chercher le sol. Avec Dwight Grant, ça va peut-être être un peu plus facile à cause de la petite cage, mais généralement, le Dwight Grant, c'est le genre de welterweight de 6 pieds cut qui est super long, qui travaille en arrière de son jab, qui est un bon striker éduqué et qui bouge bien, qui n'est pas nécessairement le gars sur qui c'est facile de mettre la main. Donc j'ai Dwight Grant là, par décision dans ce combat-là, pas mal all the way. Il pourrait même peut-être aller chercher un finish à cause du short notice, mais Bourne a l'air d'être quand même assez tough en général, donc je ne compterai pas nécessairement là-dessus. Ensuite, 205 livres, Ike Villanueva qui drop de heavyweight pour ses débuts 205 livres dans l'UFC. Face à Jordan Wright qui move up de middleweight pour ses débuts. Fait qu'on a comme un heavyweight contre un middleweight. Fait que c'est évident que je pique le middleweight. C'est complètement évident parce qu'on s'entend que
Ike Villanueva, oui, il est un 205 livres, mais quand tu regardes son skill set, c'est un skill set très heavyweight. Pas particulièrement athlétique, pas particulièrement puissant. Ben oui, puissant, capable de knocker du monde pis tout, mais pas rapide, là. C'est pas genre un fast twitch explosion à la Alonzo Menifield, mettons, là. C'est vraiment un genre de brawler régional avec une fiche de 16-10 qui battra pas Jordan Wright. Même si Jordan Wright, il y a tellement de problèmes avec sa game. C'est un genre de vouloir être un grand, long fighter traditionnel, genre karate style, un peu avec le menton super haut. Le gars s'est fait explosé par Anthony Hernandez au Contender Series. Ça a donné un contrat dans l'UFC à Anthony Hernandez. Heureusement pour Wright, ben, la victoire a été overturned en no contest, donc il est encore invaincu. Parce que, écoute, Anthony Hernandez avait fait le terrible acte impardonnable de consommer du cannabis. Quel esti de tout croche consomme du cannabis. Je le sais bien pas. Sûrement pas 84% du roster de l'UFC et tous les esti fighters MMA que je connais. Mais bref, entre ceci étant dit, non, regarde, Jordan Wright va être plus rapide, même si son debout est quand même drôle, va être plus technique, puis man, il peut même le takedown 7 ans, on peut même le soumettre 7 ans. Je pense que c'est ça qui va arriver, probablement l'overwhelm debout. Il est pas très puissant, là, Jordan Wright, surtout contre un gros gars tough comme Villanueva. Je le vois pas vraiment être passé un KO. Fait que je le vois mettre des mains sur lui, puis un moment donné cette année, switch up pour un takedown, puis comme le soumettre par Rear Naked Choke, probablement assez facilement quelque part. Au deuxième round, pourquoi pas? Ben, j'ai dit tout à ça anyway. Ceci étant dit, on arrive au bijou de cette carte. Écoute, je suis ému même juste du fait de parler de ce combat-là. On a Matthew Semelsberger avec une fiche de 6 victoires et 2 défaites qui fera ses débuts dans l'UFC. Face au combattant qui a maintenant officiellement mon nom préféré dans tout l'UFC, toute catégorie de poids confondue, tout genre confondu, mon nouveau nom préféré, Carlton Minus. Donc évidemment, j'ai Carlton Minus dans ce combat-là, puis j'ai rien d'autre à dire. C'est qui ces dudes-là, man? C'est quoi ça? Genre, Kais, pourquoi on a un gars qui est 10-1 avec un no contest qui s'est battu pour genre AFC, le Alaska Fighting Championship? Avez-vous déjà vu une carte de Alaska Fighting Championship? Si vous avez jamais vu ça, vous allez voir que le calibre n'est pas très très haut. De Matthew Semelsberger qui arrive avec une fiche de 6-2 qui est pas vraiment une bonne fiche pour rentrer dans l'UFC, je vous dirais. C'est pour avoir juste 8 fights au moins, ayant gagné au moins 7 ou 8 sur les 8. Puis c'est ça. C'est sûr qu'il a battu des gars qui existent. C'est bizarre, man. Minus, il est 10-1, mais somehow, il a un moins bon record que le gars qui est 6-2. Au moins, il a battu, je pense, genre Justin Buckle, puis Richard Patechinock, qui perdait absolument ce combat-là. C'est le seul combat de lui que j'ai vu, puis il se faisait péter à gueule, il se faisait out-grappler. Il n'y a rien qui arrivait bien pour lui. Puis bang, un moment donné, il l'a knocké, puis là, il a gagné. Puis let's go, il vient d'arriver dans l'UFC après ce knockout-là. Puis regarde, qu'est-ce que je dis? C'est ça qui est ça. On va espérer que ça soit Kai Kamaka contre le Tony Kelly. Là. On va espérer que ça soit un bon combat de même de peu inconnus qui finalement sont moins pires qu'on pensait. Mais si tu check le tape, ces deux, c'est pas moins pire le mot qui me vient en tête. J'enlèverais le moins en fait. Fait que c'est ça. Carlton Minus par décision et je le prends strictement pour son nom parce que pour vrai je pense même pas qu'il devrait avoir vraiment l'avantage dans ce combat-là, mais c'est pas grave, pour son nom je le sélectionne comme étant le favori parce que les favoris ils ont des minus odds et non pas des plus odds. Fait que Carlton Minus est par décision et ça nous mène au premier combat, Timur Valiev face à Trevin Jones, un autre combat qui vient d'arriver de même parce que Valiev devait affronter Mark Striegel qui est bon, qui est quelqu'un que j'avais quand même hâte de voir dans l'UFC, un bon grappler, un bon lutteur en général. Puis ça marchera pas. Là, comme beaucoup de combattants internationaux qui essaient de se battre à Las Vegas ces temps-ci, ça marchera pas. Je sais pas si c'est à cause du Rona, je sais pas si c'est à cause du visa, je sais pas si c'est à cause de quoi. Personnellement, je m'en sac un peu aussi. C'est vrai qu'on a Trevin Jones qui arrive, fiche de 12-6. Ne battra pas Timur Valiev. Là. Timur Valiev, il est low volume. Il n'est pas très intéressant. C'est comme le gars dans Click à Khabib que je suis pas mal le moins excité à voir dans l'UFC. Je pense que j'étais plus excité à voir Abou Bakar dans l'UFC qui est comme clairement
la version très Dolorama d'Islam Makhachev. Au moins, Valiev, c'est un bon striker, il lance pas assez, ne lance jamais assez, mais il est quand même conscient défensivement. Fait qu'il finit toujours par l'ender plus que ses adversaires. Puis il y a toujours un peu de lutte là, dans son back pocket au besoin. Fait que je pense qu'il devrait battre Trevin Jones assez facilement. J'ai dit décision parce que c'est comme un peu un decision fighter là, en général. Écoute, le gars, il a déjà perdu contre Chris Gutierrez. Là. Fait que si t'es capable de lander moins de volume et être plus inactif que Chris Gutierrez, a.k.a. le gars qui donne un 18 aisément à un esti d'inconnu parce qu'il donne un round au complet dans son dos, ou il essaie même pas de se sortir de là, pas en tout. Ouais, ce dude-là, ben, il a réussi à perdre contre lui. Heureusement, heureusement, on s'en sac, mais il a vengé sa victoire de sa défaite. Anyway, quand Timur Valiev par décision, on s'en sac, je sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça, c'est complètement ridicule ces combats-là. Merde, j'ai déjà fait un preview que j'étais autant 10 la carte que ça. Je pense pas. Mais c'était ça, laissez-moi un like si vous avez aimé, pleurez si vous êtes pas content. Personnellement, ça me dérange pas trop. Si vous voulez pas écouter ça samedi, vous comprendrez très bien. Je pense que même moi, si j'ai une invitation pour faire de quoi d'autre, ben je vais aller faire de quoi d'autre. Fait que c'est ça, c'était mon preview. Laissez-moi un like, abonnez-vous à MMA Talk, tout partout sur le territoire et on se parle une prochaine fois.